Bonsoir à tous, bienvenue dans Extrapol. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Cécile Duflot. Madame Duflot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, tout d'abord, si vous le permettez, j'aimerais rappeler à nos auditeurs votre parcours. Donc, vous avez adhéré au Vert en 2001 et très vite vous avez gravi les échelons. Donc, en 2005, vous êtes devenu porte-parole du Parti écologiste, puis secrétaire national en 2006. Vous êtes devenu ministre de l'égalité des territoires et du logement du gouvernement Ayrault en 2012 et vous quittez le gouvernement de Manuel Valls en 2014 et retrouvez ainsi votre siège à l'Assemblée nationale. Cécile Duflot, bonsoir. Bonsoir. Dans une vingtaine de minutes, vous tiendrez une conférence qui s'intitule « L'écologie, ça vous concerne et pas qu'un peu ». Une question vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que les Français se sentent suffisamment concernés par les enjeux écologiques à l'approche de la COP21 ? Alors, je pense qu'étant donné l'ampleur de l'enjeu, la gravité du sujet, et en même temps la difficulté de se l'approprier, parce que le climat, ça peut sembler un peu abstrait, même si ses conséquences sont très concrètes. Le dérèglement climatique, ça veut dire que les vignobles de Bordeaux ou de Bourgogne vont avoir du mal à survivre en l'état. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de phénomènes météo extrêmes et que ce qu'on a vu sur la Côte d'Azur avec les inondations peut se reproduire beaucoup plus régulièrement. Ça veut dire beaucoup de choses de très concrètes, mais en même temps, c'est difficile de l'appréhender immédiatement. Et puis on a le sentiment qu'il y a d'autres enjeux plus immédiat, je le dis, quelques jours après les attentats qui ont ensanglanté Paris. Est-ce que justement vous ne craignez pas que la question des migrants puis ensuite les attentats de Paris n'ont pas participé à occulter le débat sur la COP21 ? Alors c'est sûr que je crois que en fait, le vrai état d'urgence il est climatique aujourd'hui, mais on ne s'en rend pas forcément compte parce que, je le dis, il y a l'actualité qui nous déborde. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que si on essaye de prendre un tout petit peu le temps de l'analyse, on voit bien que cette question du terrorisme, la question des réfugiés, la question du dérèglement climatique ne sont pas complètement déliés. Bien sûr qu'il y a d'autres racines, mais il y a eu une très grande famine en Syrie qui a déstabilisé une grande partie du territoire, qui a aggravé la situation politique de ce pays et qui a permis à certains de prospérer et de faire prospérer une organisation terroriste. Donc l'ensemble de ces questions finalement se lient. Évidemment que la question des réfugiés est liée au conflit et est liée en grande partie à la guerre et aux bombardements que subissent et aux attaques que subissent les habitants de ces pays. Mais il faut savoir qu'en 2013, il y a eu davantage, en 2014, pardon, davantage de déplacés pour cause climatique que pour cause de guerre. Donc on est dans cette situation-là où les choses sont à la fois liées et puis évidemment s'amplifient et se développent. Récemment, M. Philippe Verdier, présentateur de la météo sur France 2, a été licencié à la suite de la publication de son ouvrage qui contestait en fait le consensus des scientifiques au sujet du réchauffement climatique et qui donc s'attaquait à la COP21. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ce que défend M. Verdier représente finalement le ressenti de la population française par rapport aux questions et aux problématiques environnementales ? Sur la réalité du dérèglement climatique, je pense que non, pas du tout. Les Français ont beaucoup évolué. Sur son cas particulier, il y a un paradoxe. D'abord, son livre n'est pas du tout un livre scientifique, c'est un livre de complotiste qui dit on nous cache tout, on nous dit rien, on nous ment, etc. Et le problème, c'est qu'il a des responsabilités, enfin il avait des responsabilités. Imaginez que le journaliste en charge de la rubrique santé d'une chaîne de télévision aussi importante explique que le sida n'existe pas. On dirait quand même qu'il y a un problème. On parle de liberté d'expression certes, mais quand on a des responsabilités ou qu'un enseignant de géographie explique à ses élèves que la Terre est plate. Voilà, donc on voit bien le sujet. On est un peu de cette nature parce que le consensus scientifique, il est réel, il est maintenant très établi sur non seulement la réalité du dérèglement climatique, mais sur les causes de ce dérèglement climatique et les émissions de CO2. Une fois le constat fait, quelles sont les principales mesures qui doivent être prises lors de la COP21 ? Alors, il y a un objectif majeur, limiter le dérèglement climatique et le réchauffement à 2 degrés, ce qui ne veut pas dire que globalement tout se réchauffe, parce que le réchauffement global de la température terrestre accentue des phénomènes météo intenses, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ce sera beaucoup plus sec, des endroits où il y aura des tempêtes, des endroits plus chauds, des endroits plus froids. C'est un vrai dérèglement de notre climat qui est stable depuis maintenant plusieurs milliers d'années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour ça, il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Limiter les émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire engager une transition
énergétique, notamment en développant la production d'énergie renouvelable, en limitant les consommations inutiles. Ça veut aussi dire changer nos modes de production, nos modes de consommation, ça veut aussi dire changer notre agriculture, par exemple. Donc c'est toutes ces clés-là qu'il faut utiliser simultanément si on veut atteindre les objectifs que nous devons nous fixer pour tout simplement sauvegarder notre humanité. C'est moins notre planète qui a vécu sans humains, mais qui ne pourrait pas vivre dans le climat que l'on lui connaît si on n'intervient pas de manière efficace et rapide. Vous avez été invité par les jeunes écologistes à Aix-en-Provence aujourd'hui. Est-ce que justement vous pensez que la jeunesse en général est préoccupée par ces questions? Je crois qu'elle est beaucoup plus consciente. D'abord, elle est née à la réflexion dans un contexte où on parlait déjà de crise écologique, où on parlait de la disparition des espèces, de la crise de la biodiversité. Il y a tout un tas de générations qui n'ont absolument pas eu conscience de ça, ni dans leur jeunesse, ni même dans une grande période de leur activité professionnelle ou politique. Donc ils sont venus à l'écologie sur le tard. Vous, votre génération, connaît ça depuis le biberon. Alors c'est en même temps un souci parce que ça veut dire que les choses s'aggravent et qu'on n'a pas réussi à s'attaquer réellement à la situation. Et en même temps, je pense que c'est une chance parce que c'est votre génération qui aura en charge à la fois la lutte contre les dérèglements climatiques et aussi l'adaptation. Et qu'il faudra des intelligences vives, affûtées, qui pensent les problèmes différemment et qui n'utilisent pas les solutions qu'on a utilisées pendant tout le XXe siècle parce que non seulement elles ne marchent pas, mais elles aggravent la situation. Il y a une série qui est sortie sur Arte qui s'appelle Occupied, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est l'histoire d'un premier ministre norvégien, écologiste convaincu, qui se voit imposer une politique qui n'est pas la sienne et qui est donc celle des lobbies et des industries pétrolières. Ma question, c'est comment lier les intérêts des États, la Norvège à une politique qui est beaucoup basée sur les ressources pétrolières. Donc comment lier les intérêts des États et les ambitions prônées par la COP21? D'abord, ce que je veux dire, parce que vous avez fait un clin d'œil à cette série, c'est que beaucoup d'artistes aujourd'hui, de films, une grande partie des blockbusters américains utilisent dans leur ressort dramatique la crise écologique, sans penser de façon évidente à Interstellar où la question est la planète Terre n'est plus vivable, que faisons-nous? Vous voyez bien que cette question-là, la question des ressources, la question de la guerre des ressources, de la tension, on pourra avoir la même chose avec l'eau, avec le gaz, avec d'autres productions, avec les terres rares par exemple, est au cœur des problématiques planétaires. Donc comment on s'en sort? D'abord parce qu'on y travaille à l'échelle de la planète. Je pense que si on prend les sujets pays par pays, c'est pour ça que les solutions en matière énergétique, elles sont européennes, elles ne sont pas pays par pays. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, en travaillant tous sur la baisse de notre dépendance au pétrole. Parce que cette dépendance au pétrole, outre qu'elle favorise un certain nombre de conflits géopolitiques, on parlait tout à l'heure de la Syrie, on sait bien qu'une des ressources de Daesh, c'est le pétrole de contrebande. Donc les ressources pétrolières sont historiquement, et surtout à l'échelle des 50 dernières années, sans doute une des clés principales des tensions géopolitiques du monde. Donc évidemment que si on baisse notre dépendance au pétrole, on se sort d'une grande partie de ces difficultés. Mais les pays de l'OPEP n'ont pas intérêt à cette baisse de la dépendance au pétrole. La Norvège est en train de faire des accords avec la Chine pour exploiter les ressources de l'Arctique. Pascal Canfin parle de la gourmandise des Russes et des Canadiens. Aussi, une course vers ces ressources. Est-ce que vous pensez que tous ces pays, au moment de la COP21, vont s'accorder à avoir ces ambitions? Qu'il y ait aujourd'hui des freins et des difficultés, c'est certain, mais en même temps, je pense que la conscience de l'enjeu aujourd'hui est plus importante que celle qu'elle était en 2009. En 2009, moi j'étais déjà une écologiste encartée et engagée, et les débats qu'on avait, c'était des débats avec des gens qui contestaient, pour le coup, politiquement, la réalité du dérèglement, ce qui permettait d'avoir un discours évidemment beaucoup plus favorable à l'exploitation plus importante de pétrole. On voit bien qu'aujourd'hui, ces pays-là sont isolés et ils ont en face d'eux ceux qui vivent les conséquences aujourd'hui du dérèglement climatique. Les pays menacés de submersion, même si ce sont que des petites îles, c'est très symbolique et très fort d'imaginer que des gens n'ont plus d'endroit pour vivre parce que leur lieu de vie ont disparu sous la mer ou les océans. Tous les pays qui sont en train de promouvoir les énergies renouvelables, donc évidemment c'est un travail difficile.
l'enjeu de la COP, c'est qu'il aboutisse, et donc évidemment avec une dimension de rapport de force, mais aussi de prise de conscience par les responsables politiques. Et pour que cette prise de conscience avance, il y a une des clés, qui est celle qui est à la fois la plus fragile et la plus indispensable, qui est la mobilisation citoyenne et de la société civile, donc de ceux qui n'ont pas d'intérêt direct dans l'économie et la rente pétrolière. Vous avez à ce sujet rencontré Ségolène Royal sur la mobilisation de la société civile. Est-ce que vous êtes confiante ? Moi, je dois vous dire que je regrette l'annulation de la marche du 29, qui était, enfin moi je le sais parce qu'il y a beaucoup d'écologistes de tous les pays d'Europe, voire même de plus loin, qui avaient prévu de venir. Donc ça aurait pu être un moment historique très important. On a vu ce qui s'est passé quand il y a eu les manifestations à New York, simultanément dans le monde. Cette société civile terrienne, presque, j'utilise à dessein le terme de terrienne plutôt que mondiale, parce que le patrimoine qui nous est commun, c'est bien d'habiter sur cette même planète, alors que nous n'en avons pas de rechange. Donc c'est très frustrant pour tous ceux qui ont organisé cette mobilisation. En même temps, il y aura quand même un certain nombre de lieux qui vont être maintenus pour illustrer la mobilisation de la société civile, et puis toutes les mobilisations qui se font par le biais des réseaux sociaux, par le biais par d'autres formes de mobilisation. Et on est évidemment dans des circonstances particulières, mais je pense que sans ça, pour le coup, effectivement, les intérêts et les relations entre États sont peut-être trop difficiles à faire bouger. Dernièrement, Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, a déclaré que l'économie est complémentaire à l'écologie. Concrètement, quelles seraient les mesures écologiques qui pourraient améliorer la situation économique selon vous ? Moi, je pense qu'une des fragilités de notre économie, c'est une fragilité structurelle. C'est-à-dire que c'est une économie qui est une économie productiviste, qui est basée sur un système où on produit davantage, ou même on fabrique des besoins pour pouvoir produire. Mais ça, à la fin des fins, ça revient toujours à exploiter des ressources naturelles qui sont limitées. Donc on voit bien qu'on est dans une logique qui est née, on va dire, au milieu du 19e siècle et qui n'aura pas vécu 2 siècles, ce qui à l'échelle de la vie de la planète est microcosmique. Donc c'est très important d'intégrer cette dimension-là, de se dire qu'il faut aller vers un modèle beaucoup plus intense en emploi, beaucoup moins consommateur de ressources naturelles, beaucoup plus basé sur l'économie circulaire, l'économie du partage, c'est-à-dire une capacité à faire naître un modèle économique différent, plus robuste, qui prend en compte les questions écologiques, parce que ce sont celles-ci qui pèsent aujourd'hui sur le modèle qu'on connaît et sur sa crise. Et notamment qui intègre la question du long terme, parce qu'un des éléments de la crise que nous vivons, c'est aussi la crise d'un capitalisme financier ultra court-termiste, qui impose des niveaux de rentabilité insoutenables avec certaines activités, y compris industrielles, et que cette logique court-termiste, c'est aussi celle qui est la plus anti-écolo. Un des points qui pourrait faire capoter la COP21, c'est le problème du financement. Pourtant, Jonas Postar, qui est secrétaire de l'ONU, dit que c'est un élément clé. Donc, les pays développés devront payer, les pays en voie de développement certainement aussi. Comment vont se faire les barèmes? On voit bien que le sujet, qui était un des acquis de Copenhague, un des rares acquis de Copenhague, la création du fonds vert, a chopé sur le non-abondement de ces fonds, ou plus exactement sur le relookage des fonds accordés au développement et qui étaient plus ou moins verdis. Alors qu'il y a besoin de ces fonds pour 2 choses. Premièrement, la lutte contre les dérèglements climatiques, et deuxièmement, l'adaptation, avec évidemment plusieurs moyens de financer un certain nombre de projets, mais aussi de travailler sur le transfert de technologies et de développer massivement les renouvelables, qui bénéficieront à tous, pays développés comme pays du Sud, parce que cet autre modèle de développement, il est utile parce qu'il est beaucoup plus durable. Et c'est ça l'enjeu. Ensuite, sur les ressources mobilisables, notamment sur la question de la taxe sur les transactions financières, de la taxe sur les transports aériens, il y a beaucoup de champs, et d'ailleurs Pascal Canfin a beaucoup travaillé sur ce sujet. Ce qui manque, ce n'est pas les clés techniques, c'est la volonté politique. Une dernière question sur... Vous dites que François Hollande, vous avez dit « Je pense qu'il est sincèrement convaincu désormais et qu'il est pleinement impliqué ». Or, François Hollande est aussi fortement impliqué dans un autre combat, un autre accord, TAFTA. Les écologistes disent que ce TAFTA pourrait porter atteinte à l'environnement, les OGM, la viande aux hormones, le bien-être animal. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de cohérence? Il y a d'autres sujets sur lesquels effectivement on peut s'interroger. Moi je me souviens de François Hollande allant au Canada et soutenant
l'exploitation des schistes bitumineux. Donc là, on voit bien que c'est compliqué d'être très cohérent quand on est conscient de la gravité de la crise écologique dans un monde qui n'est pas prévu pour affronter ce sujet-là. TAFTA, c'est un autre débat. Les questions ne sont pas que relatives aux questions écologiques. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de sujets qui posent question, mais ce qui pose encore davantage question, c'est ce que j'appelle une atteinte à la démocratie. C'est qu'à partir du moment où on peut imaginer dans un traité international qu'une décision prise par un pays pourrait être attaquée et gérée par un tribunal arbitral, une décision prise par le Parlement d'un pays, on rentre dans une autre dimension où les intérêts économiques priment sur les décisions politiques qui pourraient être prises dans certains pays. Et d'ailleurs, une des faiblesses immenses de TAFTA, c'est que cet accord est quand même négocié dans le secret. S'il était parfaitement assumable, ce serait beaucoup plus simple de pouvoir en débattre. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un halo qui a été constitué autour, mais je crois pouvoir dire que la mobilisation des députés européens, notamment, est en train de faire achoper cette négociation sur un certain nombre de points essentiels. Il faut savoir aussi que ce qui est particulier, c'est qu'une des motivations de la négociation de ce traité, c'est le fait que des entreprises européennes puissent avoir accès à des marchés américains qui sont aujourd'hui très protégés et réservés à un certain nombre d'entreprises locales ou régionales. Est-ce que c'est vraiment pertinent de dire que des entreprises françaises doivent pouvoir aller privatiser la distribution de l'eau dans des États américains? Je pose la question. Voilà. Et donc c'est aussi plus globalement la question de l'état d'esprit de ce traité et de cette logique ultra-concurrentielle permanente qui est pour moi à mettre en cause. Madame Duflot, nous vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Et nous vous souhaitons bonne chance pour votre conférence qui va commencer dans quelques instants. Merci à vous.